Bonsoir à tous. On ne sait plus vraiment ce qu'on nous sert dans nos assiettes. L'affaire des lasagnes pur bœuf à la viande de cheval vient encore de le démontrer s'il en était besoin. Et puis chaque jour amène son lot de scandales, comme par exemple ces gâteaux au chocolat Ikea interceptés à Shanghai et contenant, semble-t-il, des matières fécales. On ne sait plus ce qu'on nous met dans nos assiettes, dans nos barquettes. Et vous allez voir, ce qu'on va vous montrer ce soir n'est pas, pour vous rassurer, peur sur la viande. C'est donc le thème de ce 216e numéro de Complément d'enquête. Alors on va beaucoup parler dans cette émission de ces traders de viande, de ces Kerviel du steak. Il fallait citer un nom célèbre pour comprendre comment fonctionnent ces fameux circuits de distribution et comment sont contrôlés ou pas ces fameux traders. On reviendra aussi sur une crise précédente, celle de la vache folle, pour voir ce qui a changé. Et puis on verra que tout n'est pas perdu quand même, puisque même aux États-Unis, un mouvement contre la malbouffe est en train de se développer. Alors pour parler de tout ça, eh bien on a choisi évidemment de s'installer dans une ferme, dans cette ferme expérimentale de Grignon, au milieu de ces vaches. On recevra son directeur, c'est Dominique Tristan. On recevra Fabrice Nicolino pour son livre Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. Et puis bien sûr Benoît Hamon, le ministre délégué chargé de la consommation. On ira le voir à Bercy. Commençons donc par cette enquête sur ces dealers de viande. Elle est signée Tristan Walex, Antoine Husser et Gaël Diabeuf. Un long périple démarrait loin de nos assiettes. Avant de finir en bolognaise dans les lasagnes Findus, la viande de cheval a commencé son parcours au pied des Carpates, en Roumanie. Depuis 3 semaines, l'abattoir Carmolympe est dans la tourmente. Ce jour-là, la société nous avait promis une opération porte ouverte, mais une nouvelle alerte sanitaire a tout chamboulé. On n'a pas besoin de vous, on ne veut plus vous voir, foutez le camp. Ce matin, du cheval vient encore d'être retrouvé en France, cette fois dans des raviolis. Une fois de plus, Carmolympe est au cœur du scandale. Carmolympe est un intermédiaire hollandais, un trader, déjà impliqué dans l'affaire des lasagnes. La seule carcasse que nous verrons, ce sont ces sacs de viande dans une voiture banalisée. Les enquêteurs sont de retour dans les locaux. Les salariés sont sur les nerfs. Ras-le-bol de devoir se justifier. C'est bon. Comment du cheval roumain peut devenir du bœuf dans nos assiettes? Avec l'affaire Findus, ont été révélés certains secrets de confection peu ragoûtants. Derrière des marques reconnues, se cache en réalité un monde de traders, des financiers qui achètent à bas prix et revendent la viande dans le monde entier. À la grande surprise des consommateurs. Je pensais, moi, que quand il y avait marqué Findus, c'est M. Findus qui fabriquait ça, vous voyez. Et même des pouvoirs publics. Je découvre la complexité des circuits et de ce système d'appel, de jeu de trading là, entre grossistes à l'échelle européenne. Les autorités françaises ont désigné un coupable, Spanghero, l'entreprise de Castelnaudary qui a acheté la viande roumaine au trader hollandais Jan Fason. Spanghero ne pouvait pas méconnaître les prix du marché. Or, en cas d'espèce, le kilo de viande a été acheté bien en deçà du prix du marché. Mais on n'a jamais acheté de la viande pour de la viande de cheval. On a acheté du minerai de bœuf, on a passé les commandes de bœuf. Je vous garantis, demandez aux salariés qui sont derrière s'ils savaient. On n'aurait pas pu cacher ça à tous les gens que vous avez derrière vous. Quel rôle jouent ces traders comme Jan Fason? Jusqu'où vont-ils pour réaliser de bonnes affaires? Le mystérieux négociant hollandais vit en Belgique, achète en Roumanie, alors que sa société Drap Trading est basée à Chypre. Depuis 3 semaines, le discret businessman se cache. Nous avons pu le joindre. Au téléphone, il nous assure que tous ses papiers sont en règle. C'est très facile. On a vendu cheval, on a facturé cheval, on n'a pas mis bœuf sur la palette. Pour nous, l'affaire est claire. Beaucoup moins claires en revanche sont les factures de Jan Fason. Les voici. Quand il achète sa viande en Roumanie, l'abattoir indique clairement cheval, cal en roumain. Mais sur la facture que Jan Fason établit à Spanghero, la mention en toutes lettres disparaît.
À la place, quelques chiffres, le code douanier du cheval. Mais pourquoi vous mettez que le code et vous mettez pas à côté le nom de l'espèce? Les clients ne m'ont jamais demandé de faire différemment. On fait ça comme ça, c'est dans notre ordinateur. Et déjà pendant des années, c'est toujours comme ça. Des méthodes peu habituelles dans le métier, qui ont déjà fait d'autres victimes. Dans les Pyrénées, à Lourdes, le patron de l'entreprise Toupneau, Rémi de Sartre, a lui aussi eu des problèmes avec Jan Fason. Cela fait plus de 10 ans que sa société lui achète de la viande pour faire ses conserves. Mais comme chez Spanghero, jamais le mot bœuf n'apparaît sur les factures du trader néerlandais. Il peut par là maquiller une vente de cheval en faisant croire que c'est du bœuf. En toute légalité. En toute légalité, tout à fait. Vous voyez, là par exemple, ici on a le cas. Là il y a marqué maigre de tête BF, mais en dessous il y a un code. Mais si ce code-là était un code de cheval, moi je vois viande hachée de BF, je me dis, il n'a pas la place de marquer bœuf, donc BF, ça veut dire bœuf. Mais c'est vrai que d'habitude, la pratique veut qu'on marque quand même l'espèce sur les factures, quoi. On ne met pas uniquement le code douanier comme sur cette facture. Le code douanier, je pense que c'est à peu près le seul fournisseur qui les met, oui. On met, ils mettent tous en français ou en anglais, mais bœuf ou bif, mais voilà. Pendant longtemps, Rémi de Sartre ne s'est douté de rien. Jan Fason, à ses yeux, était un négociant cordial et surtout efficace. De ceux qui vous dépannent toujours, quelle que soit la commande. Aujourd'hui, son regard a changé. Des livraisons du trader, il lui en reste bien quelques-unes. Voilà une palette qui nous arrivait de Drap Trading. Mais ce sont les dernières. Donc avec une estampille belge, puisque c'est un abattoir ou une salle de découpe qui est située en Belgique. Car ce n'est pas la première fois que le Hollandais est suspecté de tromperie. Il y a 2 ans déjà, les autorités sanitaires avaient rendu visite à ses clients. Nous avons été alertés en avril 2011 par la DGAL, donc les services vétérinaires nationaux, que ce monsieur était sous le coup d'une enquête judiciaire aux Pays-Bas pour avoir vendu du cheval en lieu et place de bœuf entre 2006 et 2011. Rémi de Sartre continue alors de travailler avec Jan Fason, son fournisseur historique, tout en le plaçant sous surveillance. Il fait analyser l'ADN de la viande que lui livre le trader. Rien d'anormal pendant 1 an, jusqu'en juin dernier. Au lieu des 10 tonnes de bœuf commandées, Jan Fason lui a refourgué 10 tonnes 100% cheval. Mais l'intermédiaire hollandais a réponse à tout. Alors ce que nous a dit M. Fason, c'est tout simplement qu'ils avaient dû se tromper au moment du chargement du camion et qu'ils avaient pris des palettes de cheval au lieu de prendre des palettes de bœuf. Et voilà. C'était une erreur malencontreuse au moment du chargement du camion, nous a-t-il dit. Le patron n'y croit qu'à moitié. Il a même de sérieux doutes sur la bonne foi de Jan Fason. Donc nous sommes ici dans la salle de découpe où on envoie les viandes pour la fabrication de nos conserves. Pour nous prouver qu'un industriel peut facilement être trompé, il nous montre à quoi ressemble le fameux minerai de bœuf avant préparation. Des blocs de 20 kg, mélange de viande et de gras. Quand c'est surgelé comme ça, c'est très difficile de savoir si c'est du bœuf ou du cheval. Pour faire la distinction, on est obligé de faire de la décongélation pour pouvoir comparer la viande fraîche à la viande surgelée. Vous voyez là, un des critères pour différencier le bœuf du cheval, c'est la couleur. Mais on voit bien ici que même là, si c'est du bœuf certifié, il y a plusieurs couleurs différentes en fonction du taux de gras ou du fait que ce soit surgelé ou pas. Donc, Faire passer du cheval pour du bœuf, serait-ce le péché mignon de Jan Fason? C'est en tout cas pour ça qu'il est condamné aux Pays-Bas en janvier 2012 à 1 an de prison. Il a fait appel. En réalité, les autorités françaises connaissent bien Jan Fason. Depuis des années, elles le surveillent de près, nous confirme un des enquêteurs sous couvert d'anonymat. Depuis très longtemps, il est passé à travers les mailles du filet tout le temps. Et de toute façon, quand on a autant de sociétés, qu'on en a mis une à Chypre, enfin bon, pour moi, c'est un vrai mafieux, quoi. Des traders qui jouent avec les étiquettes, qui se comporteraient comme des mafieux. Mais ça n'est pas tout. Certains traders se montrent parfois peu scrupuleux sur l'origine de leur viande. C'est l'autre scandale que nous avons découvert pendant notre enquête. Un scandale qui nous ramène en Roumanie. Depuis 5 ans, le pays cherche à supprimer les carrioles de ses routes. Des paysans vendent leurs chevaux, d'autres les abandonnent. Une aubaine pour certains qui voient là l'occasion de se fournir en cheval bon marché. Il y a 2 ans, l'un de ces négociants, un Italien, est même allé très loin. Il a capturé dans la nature 50 chevaux,
Des animaux sans suivi médical qu'il s'apprêtait à faire abattre pour les vendre en Europe. Un trafic que Kuki Barbuceanu a dénoncé. Son association recueille des chevaux errants. Selon lui, si le cours du cheval roumain est si bas, c'est parce qu'on ne sait pas toujours d'où il vient. Un cheval qui ne grandit pas dans un élevage, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Imaginez, j'ai un cheval, je l'utilise comme cheval de trait toute sa vie. Je le nourris. Personne ne sait comment et avec quoi. Je lui fais des injections. Personne ne sait avec quel médicament. Et ensuite, je l'amène tranquillement à l'abattoir. Et c'est dangereux ça pour la consommation humaine? Je vous laisse imaginer. Si le cheval a une cirrhose, par exemple, peut-être que c'est dangereux. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne plus manger de viande de cheval du tout. Un manque de traçabilité de la viande que les autorités roumaines assurent avoir réglé. À Brașov, dans la région de l'abattoir Carmolymp, qui nous avait fermé ses portes, le directeur des services vétérinaires se veut rassurant. Il en a assez de voir son pays caricaturé. On contrôle tous les chevaux qui entrent dans l'abattoir. On vérifie leur état de santé et leurs documents. C'est un système qui n'est ni meilleur ni moins bon que celui de l'Union européenne. C'est le système de l'Union européenne. Un pays en règle. Et pourtant, dans les villages voisins, les paysans nous décrivent une toute autre réalité. Des traders viendraient acheter à bas prix les chevaux malades avec la complicité de vétérinaires. Il y a 4 ans, un vétérinaire est venu me dire que mon cheval était contaminé, qu'il avait le virus de l'anémie. L'anémie infectieuse, une maladie des chevaux que le vétérinaire a pour mission officielle d'éradiquer. Le cheval de Rica est alors saisi par les autorités. Mais au lieu de prendre le chemin de l'équarrisseur, il est emmené directement à l'abattoir Carmolymp. Je suis allé voir à l'abattoir, et là ils m'ont dit que mon cheval était infecté, et qu'ils allaient le tuer pour en faire de la viande. On l'a découpé, mis dans un petit paquet, et direction l'Italie. Ah, tout ça, c'est une grosse mafia. Les traders vont-ils jusqu'à acheter ces chevaux déclarés malades pour réaliser de bonnes affaires? Depuis 2 ans, à Bucarest, 2 journalistes enquêtent sur les pratiques des négociants de viande. Ils viennent de mettre la main sur un rapport interne du ministère de l'Agriculture roumain. Ce document confidentiel analyse ce qui s'est passé pendant l'année 2006. En pleine campagne d'éradication de l'anémie, 5900 chevaux contaminés ont été exportés sous forme de viande vers l'Italie, la Belgique et la France. On n'a aucun moyen de savoir si dans les lasagnes Findus, il y avait du cheval sain ou malade. Parce qu'en fait, il y a 2 problèmes, 2 manières de faire de l'argent. La première, c'est vendre du cheval pour du bœuf. L'autre, c'est vendre du cheval malade. Dans les 2 cas, c'est un délit majeur, une gigantesque tromperie du consommateur européen. Parmi les traders cités dans le rapport d'enquête, pas de trace de Jan Fassen, mais un négociant français, Pierre Arinordoki. Dans un fax adressé en 2006 aux autorités roumaines, le Français proposait d'acheter 15 000 chevaux contaminés par l'anémie infectieuse. Une belle affaire, 200 € la tonne, 10 fois moins que le prix du marché. Aujourd'hui, Pierre Arinordoki est toujours négociant dans la région de Bordeaux. On vient voir les dirigeants d'Arinordoki. Moi, je suis le comptable. Ouais. Il n'y a personne aujourd'hui, parce qu'il est en déplacement. Le jour de notre tournage, Pierre Arinordoki est ailleurs, en Uruguay, pour acheter de la viande chevaline. Par téléphone, il dit ne pas avoir emporté le marché avec les Roumains, mais il ne voit pas où est le problème avec les chevaux malades. On nous garantissait que les carcasses étaient bonnes, contrôlées par les services vétérinaires roumains, abattus dans des abattoirs agréés européens. Moi, je n'ai jamais entendu dire que la viande des chevaux qui ont l'anémie sont interdits à la consommation. Mais vous disiez pas qu'à 200 € la tonne, soit 10 fois moins que le prix du marché, vous vous retrouviez avec de la viande qui n'était pas forcément très très bonne? Non, c'était pas du tout le cas. Si je l'avais eu, c'était une très très belle affaire. Malheureusement, je n'ai rien eu du tout. Et ça vous posait pas un problème de conscience? Si la viande est bonne, et enfin, s'il y a la tuberculose, il se tue bien des vaches, et les carcasses, ce ne sont pas pour ça que les carcasses ne sont pas bonnes, que la viande n'est pas bonne. Le négociant est apparemment sûr de son bon droit. Et pourtant...
Au Salon de l'Agriculture, nous avons rendez-vous avec le directeur adjoint de l'alimentation, Jean-Luc Angot. Nous lui présentons l'offre commerciale de Pierre Arinordoki aux autorités roumaines. Sa réponse est catégorique. Est-ce que ça, du coup, on peut considérer ça comme illégal? On n'a pas le droit de mettre dans la chaîne alimentaire des animaux qui sont atteints d'anémie infectieuse des équidés. C'est la base de la réglementation communautaire. C'est comme ça qu'on l'applique en France, aussi bien sur le territoire que pour les échanges. La Roumanie assume, dit si on a le droit d'abattre des animaux. Non, la Roumanie, quand vous dites la Roumanie, je voudrais bien savoir qui. Mes correspondants, qui sont les services vétérinaires roumains, connaissent très bien la réglementation européenne et savent très bien qu'on ne peut pas mettre dans la chaîne alimentaire des animaux malades, d'anémie infectieuse ou d'autres maladies d'ailleurs. Par acquis de conscience, nous avons donc posé une dernière fois la question au chef des services vétérinaires de la province de Brașov. Apparemment, il n'a pas tout à fait la même lecture des textes. Anémie ou pas, selon lui, la viande est faite pour être vendue. Le règlement européen, très clairement, permet l'abattage et la découpe des chevaux touchés par l'anémie infectieuse. Comme une nuance d'interprétation dont savent profiter les négociants malins. Quand nous sommes partis de Roumanie, l'affaire prenait des allures de scandale sur place. Pour rassurer l'opinion, les autorités ont réaffirmé que la viande de chevaux contaminée n'était pas dangereuse et qu'elle était entièrement destinée à l'exportation. Voilà pour cette belle enquête de Tristan Walex et de Antoine Husser. Et nous sommes ici dans cette belle ferme de Grignon avec vous, Fabrice Nicolino, au milieu des vaches, qui ne sont pas vaches avec vous, si je puis dire, parce que vous avez écrit, Fabrice Nicolino, Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. Donc c'est pas très sympa pour ces pauvres animaux qui n'ont rien demandé quand même. Vous n'êtes pas gentil avec eux. À mon avis, au contraire, franchement, parce que tout part des animaux, des vaches notamment, et ce sont des animaux prodigieux. Vraiment prodigieux. Ils nous ont tout donné dans l'histoire, depuis la domestication, c'est-à-dire depuis 9000 ans. Ils nous ont donné leur peau, ils nous ont donné leur chair, ils nous ont donné leur inépuisable force de travail. On ne serait pas là en train de parler si les vaches ne nous avaient pas donné leur force de travail inouïe. Cette crise, parce qu'on croit manger du bœuf, on se retrouve avec du cheval, elle a deux conséquences relativement inattendues. Alors il y en a une qui est plus qu'on voyait venir, c'est que la consommation des plats cuisinés a chuté de 10 à 20% en France. Et puis une autre plus surprenante, c'est que la consommation de viande chevaline a augmenté dans les boucheries spécialisées de 10 à 15%, un peu comme si les Français se disaient tant qu'à manger du cheval, autant que j'aille en acheter moi-même. Cette crise, compte tenu de votre livre, vous la sentiez venir? Pour moi, la crise, elle fait partie du système. En fait, tout le monde le sait. Tous les gens qui sont au courant, si vous me permettez, savent très bien que l'industrie de la viande ira de crise en crise, car elle va de crise en crise. Tous les Français d'un certain âge se souviennent quand même de l'épisode de la vache folle, c'était il y a 20 ans. Mais après ça, on va en parler tout à l'heure. Oui, après ça, il y a eu le poulet à la dioxine, il y a eu quantité de choses, la grippe aviaire, la grippe porcine. On sait que l'industrie de la viande va de pair avec des crises de santé publique tous les 2, tous les 3 ans. Il y a quelque chose. Ces traders là qui échangent des minerais de viande comme d'autres des minerais de cuivre à la bourse de New York ou de Paris, c'est quoi ça? Vous saviez ça? Ah oui, bien sûr, mais Monsieur Le Foll, permettez-moi de vous le dire, le savait aussi. Oui, il est surpris, lui. Il savait très bien ce qu'il en est, et tout le monde le sait très bien. Trader, pourquoi? Parce que la viande, c'est devenu une industrie, absolument comme une autre. Elle est devenue mondialisée. On se plaint de ce qui se passe en bourse, notamment depuis la crise financière de 2008, mais c'est exactement la même chose. Une sorte de financiarisation aussi du marché de la viande. Mais écoutez, par exemple, Findus, on a assez dit que Findus était la propriété de fonds de pension. Les fonds de pension, ce sont des organismes fondamentalement financiers qui exigent une rentabilité de 8 à 10% par an. Quand vous avez une exigence aussi folle que ça, 8 à 10% par an, tous les acteurs de la chaîne ont la tentation de tricher. C'est la chaîne, c'est le circuit, c'est le système qui déraille. Absolument. Ou ce sont des individus un peu scrupuleux, bien sûr, qui profitent de lacunes du système. Vous trouverez toujours des individus moins scrupuleux que d'autres. Mais je crois vraiment que ces exigences folles de rentabilité financière poussent tout le monde, d'un bout de la chaîne à l'autre, à essayer de satisfaire finalement l'échelon supérieur. On ne peut pas sortir de ce système autrement qu'au travers d'une réforme très fondamentale
que je ne vois pas venir pour l'instant. Alors, je vais redonner quelques chiffres quand même sur ce marché de la viande, qui est quand même assez conséquent en France, notamment, et en Europe. Il faut savoir que la France est la première consommatrice européenne de viande, que les 2/3 de la viande qu'on achète et qu'on consomme viennent de la grande distribution, c'est important, et que les Français consomment en moyenne 85 kilos de viande par an et par personne. Bon, mais qu'est-ce qui dysfonctionne dans ce système? Parce qu'ici, on est dans une ferme expérimentale, on voit qu'on prend du soin aux animaux, on fait attention à ce qu'on fait, on ne fait pas n'importe quoi. Les éleveurs français ne font pas n'importe quoi. Non. Là, on a vite montré du doigt les intermédiaires, les spangueros, mais écoutez, prenons un exemple. Ces traders-là. Le système est vraiment fou, intrinsèquement, à mon avis. Écoutez, pour nourrir les animaux, les porcs et les volailles, c'est sûr, les vaches aussi, bien qu'à un degré moindre, il faut des protéines qui sont importés sous forme de soja OGM, de soja transgénique d'Amérique latine. Et pas des petites quantités, c'est des millions de tonnes qui débarquent chaque année dans des ports comme Lorient ou Brest. Du soja transgénique qui est donné aux animaux. Est-ce que les consommateurs français savent bien que quand ils mangent de la viande en France, ils ingurgitent aussi du soja OGM qui vient d'Amérique latine? Sûrement pas. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut s'attendre à de nouvelles crises, à de nouveaux accidents? Vous parlez d'un truc inquiétant, vous parlez de staphylocoque doré, très dangereux, qui ferait des ravages dans les porcheries notamment. Oui, c'est triste, j'ai pas envie de faire peur aux téléspectateurs. On a distribué énormément d'antibiotiques au bétail industriel. Beaucoup. 50% des antibiotiques qui sont vendus dans le monde vont au bétail industriel. La moitié. Donc ces antibiotiques qui sont utilisés massivement dans les élevages industriels... On les retrouve nous quand on mange les animaux en question. D'abord, on les retrouve sous forme de résidus qui posent des problèmes de santé publique, mais par ailleurs, ça crée des bactéries qui sont résistantes. Et des bactéries mutantes, si vous voulez, qui prolifèrent dans les élevages industriels. Et ça vous dit c'est un danger pour demain? Mais c'est un danger déjà aujourd'hui, sauf qu'on ne se donne pas les moyens de savoir. Donc il faut peut-être s'habituer à manger moins, à manger mieux, et quelquefois à manger plus cher, à payer plus cher. Mais ça serait formidable, parce que les consommateurs que nous sommes tous ont pris l'habitude, qui me paraît, excusez-moi, stupide, de dépenser de moins en moins d'argent pour se nourrir. Se nourrir, c'est l'essentiel de la santé. Et donc, évidemment, il faudrait accepter de dépenser plus et puis manger moins de viande. Parce que tout le monde sait, je vous assure, que tous les spécialistes de la santé publique savent que manger beaucoup moins de viande, c'est infiniment meilleur pour la santé. Merci Fabrice Nicolino d'être venu au milieu de ces vaches nous parler de cette industrie de la viande qui menace le monde. Enfin, vous aimez bien ces animaux-là. Alors on va continuer avec un message d'espoir, justement sur ces filières d'excellence. Et là, on est allé aux États-Unis, ce qui est quand même assez surprenant, puisque on sait que c'est le pays de la malbouffe. Et pourtant, se développe là-bas, aux États-Unis, un mouvement contre cette malbouffe. C'est une enquête de Clément Cassex, de Florian Lemoyle et de Vincent Buchy sur cette filière d'espoir. C'est New York, un petit matin d'hiver, il pleut, sur des piétons pressés, qui n'ont pas un regard, pour Jean-Michel Cohen. Ça ne devrait pas durer, car ce nutritionniste français vient offrir aux Américains ce qu'ils veulent, maigrir. Ce jour-là, rendez-vous chez son éditeur, un poids lourd du secteur, Risoli. En France, le docteur Cohen, c'est plus d'1 million de livres vendus. À l'assaut de l'Amérique, ce matin, il vient découvrir son dernier bébé. Wow. Le voilà. Il est superbe. Thank you very much. Ça s'appelle The Parisian Diet, ce qui veut dire le régime à la parisienne. Mais en fait, à l'intérieur, des conseils, des recettes qui célèbrent notre art de vivre. Les Américains adorent. Je fais un tabac avec le croque-monsieur. Quand j'explique que c'est une tranche de jambon qui est plus maigre que leurs burgers qui sont assez gras, avec 2 tranches de pain qui sont plus maigres aussi que leurs pains qui sont enrichis, je fais un tabac. Ça veut dire, j'ai déjà fait des choses aux États-Unis, le public, ah waouh, le croque-monsieur. L'éditeur place beaucoup d'espoir dans son nouveau poulain. Le médecin français est invité dans de grosses émissions de télé. Un lancement en grande pompe qui n'a rien d'un hasard. Devant le docteur Cohen, un boulevard. Car l'Amérique semble repue, prête à maigrir, à mieux manger. Bonjour, je voudrais commander. Je vais prendre un burger gratte-ciel. Trop de sucre, de frites, de soda. L'Amérique, c'est tout ça. Et c'est d'abord le pays de la viande. Oui, ça c'est sûr. On aime nos burgers, nos steaks, et plus c'est gros, mieux c'est. On est comme ça, nous. Ici, le bœuf est roi, et il est servi en portions démesurées.
Là, ce qu'on peut voir, c'est intéressant. Voilà, ration de viande. Donc là, j'ai grosso modo entre 250 et 300 grammes de viande. C'est beaucoup? De viande. Ouais, c'est beaucoup, ouais. 300 grammes de viande. La recommandation internationale, c'est pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Donc là, je suis à 300 grammes déjà. Et puis alors, je peux vous dire, avec ce que je sens dans la bouche, c'est une viande qui est vachement grasse. 80 kilos de viande par an et par habitant, c'est ça l'Amérique. Matin, midi et soir, du bœuf, du poulet, du porc. Dans les supermarchés, des rayons qui débordent de viande sous toutes ses formes, à prix très bas. C'est que le pays a mis en place une production industrielle dans ses parcs d'engraissement à perte de vue des bœufs shootés aux hormones, aux antibiotiques. Des élevages intensifs de porcs, de volailles, des fermes devenues usines gérées par des multinationales qui chaque année font manger aux Américains plus de 20 millions de tonnes de viande ou apparentée. Mais avant l'overdose, bonne nouvelle, le pays de la malbouffe se réveille. À New York, Brooklyn, dans ce quartier prisé de la jeunesse branchée, une drôle de boucherie. Bienvenue au Brooklyn Kitchen, notre magasin. Et voici le crochet à viande, la boucherie du quartier de Williamsburg à Brooklyn. Brent a 30 ans et il est très fier de sa boucherie, ouverte il y a 3 ans. Le garçon fait dans la qualité, sa viande est bio, sans hormones, du bœuf nourri à l'herbe. Là, on a une cuisse de bœuf. Ça, c'est l'épaule. C'est de la viande de très grande qualité. Et vous pouvez le voir à la couleur du gras. On voit qu'elle est bonne, en bonne santé. C'est beau ça. Ça a vraiment l'air de viande en fait. C'est pas de la viande de supermarché. Nous ne sommes pas venus les mains vides. De la viande de supermarché, nous en avons apporté. Voilà ce qu'ingurgitent les Américains. Ah d'accord. Tout ce que les Américains préfèrent. Regardez comme il bouge. On dirait un ballon. Vous pouvez voir la peau, elle est toute flasque. Regardez toute cette eau qui coule du poulet. Alors ça c'est collant. Collant et humide. Beaucoup d'Américains adorent ça, mais c'est pas de la viande. Ah bon? Non. Ingrédients, du poulet séparé mécaniquement, du sirop de maïs, c'est pour adoucir, et juste après, de l'eau. Et le prix? Le prix, 99 cents, exactement. Et la viande, ça ne coûte pas $1. Là, $2 le kilo, là aussi. Vous ne pouvez pas acheter de la bonne viande à $2, vous achetez de l'eau. Donc mangez moins de viande. Et c'est un boucher qui vous le dit. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est la vérité. Ici, la viande est 4 fois plus chère qu'en supermarché, mais elle est irréprochable. Pour cela, Brent et ses 2 associés jouent la carte locale. Ils connaissent chacun de leurs fournisseurs, ont visité leur ferme. Ça, ce sont les porcs pour cette semaine. Chaque semaine, 4 porcs sont livrés. Ils viennent d'un petit élevage à 2 heures de New York. Pour décharger, les 8 bouchers s'y mettent. La moitié sont des filles. Ici, tous ont moins de 35 ans et ont choisi ce métier. Pour la jeunesse new-yorkaise, boucher, c'est devenu un boulot à la mode. C'est devenu très populaire aux États-Unis ces 3 ou 4 dernières années. Il y a plein de gens qui veulent travailler dans la nourriture, avec leurs mains. Et il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus marrant que de devenir boucher. Avant de découper de la viande, ici chacun avait une vie bien différente. Sarah travaillait dans le marketing pour une grande entreprise. Cara, elle, vivait de sa plume. J'écrivais, je travaillais pour des journaux, pour Internet. Et je voulais plus rester assise derrière un ordinateur toute la journée au bureau. Quand la boucherie française manque de bras, ici on fait la queue pour apprendre le métier. En permanence,
3 stagiaires qui se forment sur le tas. Voici Michael, 33 ans. Jusqu'à l'automne dernier, il avait un bon boulot dans l'industrie du café. Le garçon n'a jamais été très à l'aise avec la viande. Et pour cause, il y a peu, il était encore végétarien. Quand j'ai décidé de manger de la viande, j'ai réalisé que je n'y connaissais rien. Alors, j'ai commencé à venir en acheter ici. Et ce que je voyais me plaisait, et le seul moyen d'apprendre encore plus, c'était de travailler ici. Alors qu'aux États-Unis, les ventes de viande baissent depuis 2 ans, ici le chiffre d'affaires double chaque année, $1 million en 2012. Si les clients viennent en masse, ça n'est pas seulement pour ces patrons tatoués ou ces jeunes bouchères branchés. C'est que, depuis peu, partout dans le pays, la viande fait sa révolution. Très loin de l'avant-garde new-yorkaise et des bobos de la côte Est, les routes de l'État de Virginie, l'Amérique profonde. Dans ce comté d'Augusta, on vit de l'agriculture, un peu de bétail, mais surtout du poulet en batterie. Au milieu de cette campagne, soumise à l'industrie de la viande, voici un résistant. Eric, 25 ans, manager de la ferme Polyface. Il élève des porcs, des poulets et 900 bœufs. On a plusieurs races ici. Là, c'est les Angus, là, les noirs. Celles-ci sont des Hereford. On a des Charolaises aussi. On les achète à des petits fermiers du coin et quelques-unes au marché à bestiaux. Eric fait dans le traditionnel. Pas d'hormones, pas d'antibiotiques, pas d'OGM. Et quand tout le pays engraisse son bétail vite et à moindre frais avec du maïs, lui offre à ses vaches de l'herbe. Pâturage toute l'année, du foin en hiver. Les bêtes sont élevées au grand air, dorlotées par le fermier, car un bœuf heureux, ça donne de la bonne viande. Tout notre boulot, c'est d'essayer de leur donner la meilleure vie possible, parce que ça les aide à grandir. Et plus elles vont bien, meilleur est le lait ou la viande. Il faut qu'elles aient la belle vie, que tous les jours de leur vie soient agréables, enfin sauf un seul. Quel jour? À l'abattoir. L'herbe, c'est bon, mais c'est beaucoup de travail. La ferme Polyface existe depuis une trentaine d'années. Et longtemps, les affaires ont été difficiles. Puis la ferme a vu arriver des 4 coins du pays des jeunes motivés. Cette année, 200 candidatures pour 3 places. Ils travaillent bénévolement, avec l'envie de grand air et l'envie d'apprendre. Tous sont persuadés que le mal-être de l'Amérique vient de ce qu'elle mange. Ici, tout le monde a réalisé que c'est la malbouffe dont se nourrit l'Amérique qui lui donne mauvaise santé. Les gens vont de plus en plus chez le docteur. Ils ont des problèmes d'obésité, de plus en plus d'attaques cardiaques. Du coup, les médecins et les laboratoires font des recherches, vendent des traitements. Et beaucoup d'entre eux n'admettent pas que le problème, c'est ce qu'on mange. Ils jurent que leur nouveau médicament va tous nous soigner. Mais c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Il faut aller à la racine du problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans notre estomac? Polyface, ce sont des œufs, de la viande et un état d'esprit. Ici, tout est fait à la main. Et pas question de travailler avec la grande distribution. La ferme a choisi les circuits courts, sans intermédiaire. Marchés locaux, livraison et vente directe dans leurs magasins. Vous avez déjà cuisiné de la poule au pot? Ou du magret de canard? L'entreprise Polyface gagne de l'argent car les clients sont de plus en plus nombreux. Vous avez l'impression que l'Amérique se réveille par rapport à la nourriture, la viande? Oui, un petit peu, de plus en plus, mais pas autant qu'on voudrait. Le problème, c'est qu'ici, la malbouffe est partout. Dans les bureaux, il y a des machines qui distribuent des sodas et des cochonneries. Et dans la rue, on trouve des McDonald's ou des Burger Kings. Si vous voulez de la nourriture saine, il faut vraiment la chercher. Il faut venir ici. Il faut aller chez les fermiers. C'est pas comme en Europe, où vous avez vos magnifiques petits marchés 2 ou 3 fois par semaine.
Il y a 4 ans, Polyface a investi dans un petit abattoir local. Le voici. Derrière ces murs de briques, la ferme fait tuer et découper ses bêtes. Le patron, c'est Joe. Alors Clément, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. S'il nous accueille en français, c'est que ce chanceux a étudié 1 an à Besançon. On va à la grange pour voir les animaux? Ok. Ce matin, il doit abattre quelques cochons de la ferme. Il veut nous montrer comment ces porcs ont la belle vie jusqu'à leur dernier soupir. Regarde comme ils sont tous ensemble parce qu'il fait froid. De belles bêtes de 150 kilos qui n'ont pas peur de l'homme. Dans les fermes-usines, les porcs sont confinés, ils deviennent fous et agressifs. Le poil, il est de bonne couleur. Il est shiny, it's glossy. Il mange bien. Il mange les racines. Il mange les feuilles, les plantes parce qu'il habite dans la forêt. Vous pensez qu'ils savent qu'ils vont mourir ou pas? Non. Il a ses soupçons, peut-être, dans le dernier 30 secondes. Reste quelques minutes à vivre pour ces cochons bientôt transformés en jambon. Pas de coups, pas de cris. Ici, le maître mot, c'est calme. L'abattoir ne traite pas plus de 50 bêtes par jour. Chacune est tuée à la main, étourdie, avant d'être saignée. Leur donner la mort dignement, c'est une question d'éthique. Et ça évite d'abîmer la chair. Les bêtes ne doivent ni avoir peur ni souffrir dans leurs dernières heures de vie. Et c'est pour une raison pratique. Ça se ressent sur la qualité de la viande. Si l'animal stresse, il sécrète des hormones. Son pH change. Et quand vous allez cuisiner la viande, elle est sèche. Elle a moins de saveur. La viande est moins bonne. Joe travaille seulement des viandes artisanales. Il y a 4 ans, ils étaient 5 fermiers à lui confier leurs bêtes. Aujourd'hui, ils sont 50. Dans le coin, tout le monde se met au bio, à la qualité, car les clients affluent. Chez Polyface, on veut vendre de la viande, mais aussi diffuser des idées. Ces jeunes fermiers, chrétiens fervents, prônent un retour à la terre, à la nature. Eric, notre manager, a 25 ans. Il vit seul à la ferme dans cette petite cabane. Son seul jour de congé, le dimanche, il le passe à l'église. Une vie de moine, animée par une mission. Je veux éduquer les gens. Je veux que les enfants sachent d'où vient leur nourriture. Je veux que les adultes sachent d'où vient leur viande. Est-ce que ça coûte de la porter de la ferme à la table? Il faut que tous puissent comprendre que la viande, c'est du travail, du sang, de la sueur, des larmes. Ça, c'est des filets de porc. Des porcs heureux. Chaque soir, à 18h précises, toute la ferme partage le dîner. Sur la table, bien sûr, on trouve exclusivement des produits maison. Merci Seigneur pour cette belle journée et ce temps magnifique. Loin de New York et de ses militants branchés, ceux-là sont guidés par Dieu. Une Amérique rurale qui prie pour ce pays, proche de l'indigestion. Voilà pour ce reportage de Clément Castex et de Florian Lemoyle. Et nous sommes bien sûr toujours ici dans cette ferme de Grignon avec vous, Dominique Tristan. Vous en êtes le directeur, vous êtes ingénieur agronome. Alors on a vu vos bêtes tout à l'heure. Elles mangent ça, elles ne mangent pas du maïs ou je ne sais pas quoi. Elles mangent des choses comme ça. C'est leur alimentation. Elles mangent aussi du maïs, mais elles mangent pas mal de luzerne chez nous, effectivement. Ouais. Alors sur cette crise des lasagnes au cheval vendues pour du bœuf, qui vient après la fameuse crise de la vache folle, c'était dans les années 90. Comment elle va la filière? Comment y vont les éleveurs? Comment ils vivent ça? Aujourd'hui, déjà d'une manière générale, au niveau économique, c'est assez compliqué. Ça fait plusieurs années où on subit des coûts des matières premières, de l'aliment du bétail notamment, assez élevés. Donc automatiquement, ça se répercute sur les coûts de production en élevage. Et derrière, des niveaux de prix de vente qui, eux, n'ont pas significativement augmenté. Donc la différence entre les deux fait qu'aujourd'hui, on rogne sur nos marges avec des niveaux de rémunération quand même relativement faibles. Pour citer quelques chiffres, un revenu moyen aujourd'hui d'un éleveur bovin-viande ou ovin-viande, c'est autour de 15 000 €.
Un éleveur laitier, c'est entre 20 et 30 000 euros si on regarde les dernières années. Donc on est sur des niveaux de rémunération quand même relativement bas. Quand vous dites 15 000 euros ou 20 000 euros, c'est par an? C'est par an, bien entendu. Il ne faut pas se tromper, ça c'est le revenu net d'un éleveur. Aujourd'hui en France, c'est ça? C'est le revenu avant impôt même, tout à fait. Avant impôt? Avant impôt. D'accord. Donc vous dites on rogne toujours sur nos marges. Nous on se dit, est-ce que ces crises-là à répétition ne sont pas des signaux qu'on nous envoie constamment sur le mieux manger, sur le mieux produire, moins manger peut-être, mieux produire, etc. Quitte à payer peut-être un peu plus cher notre nourriture. Comment ça se passe avec vos clients qui sont la grande distribution? Est-ce que ce discours-là commence à passer? Est-ce qu'on envisage de payer plus cher? Pour l'instant, on sort où il y a encore d'ailleurs en cours des négociations avec la grande distribution. Il y a une enseigne qui vient de terminer ces négociations avec l'industrie agroalimentaire. Et il est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas sur ce discours de payer plus cher sa nourriture. Voilà, il faut nourrir 60 millions de Français avec des pouvoirs d'achat qui sont plutôt en baisse. Donc pour l'enseigne qui vient de terminer, c'est des négociations. On parle parfois de plus 2%, mais on parle aussi de baisse de moins 2 à moins 10% selon les produits. On est encore à baisser les prix. On est encore à baisser les prix. On ne se dit pas, il faudrait, y compris par la grande distribution, payer peut-être un peu plus cher, mais avoir de meilleures garanties sur la qualité, sur la traçabilité, sur l'origine de cette nourriture qu'on nous propose. C'est ce qu'il faudrait faire, mais pour l'instant, nos organisations n'arrivent pas à négocier ces hausses avec la grande distribution. Aujourd'hui, on se retrouve sur un marché international où arrivent, au niveau des grandes surfaces ou autres, des produits de pays qui ne respectent pas les mêmes règles que nous au niveau environnemental, au niveau sécurité sanitaire, qui n'ont pas les mêmes coûts de main-d'œuvre, par exemple, que nous. Donc effectivement, il y a un déséquilibre aujourd'hui en défaveur des producteurs et des transformateurs français. Alors, je parlais tout à l'heure de la crise de la vache folle. Ça a été la grande crise sanitaire des années 90. Elle a fait, je crois, 250 morts à travers le monde, 25 en France. Ça a laissé des traces dans la tête des éleveurs? Oui, bien sûr, c'est triste chiffre. On peut rajouter aussi les suicides dans les élevages. Faut pas l'oublier non plus. Ça a laissé des traces, bien entendu. On a mis en place beaucoup de choses, notamment au niveau de la traçabilité, principalement en France, pour que le consommateur, au final, soit le mieux informé possible de tout le circuit qu'il y a en amont pour la viande. Merci beaucoup. Merci et merci de nous avoir reçus dans votre ferme. Alors, on va revenir justement sur cette fameuse crise de la vache folle. Donc, dans les années 90, on appelait ça une épizootie, puisque c'est une épidémie dans le monde animal. Ces images faisaient peur. On se souvient de ces vaches qui tremblaient. On parlait d'ESB, d'encéphalite spongiforme bovine, autrement dit la vache folle. Que reste-t-il aujourd'hui de cette épidémie-là? Eh bien, Jean-Carl Lambert, Violaine Vermont, Go et Slavek Kuchelski sont allés enquêter. C'est beau aujourd'hui. Tu te souviens de l'endroit? Là, il y a la photo. Gaëtan n'a presque pas connu sa mère. Elle est morte quand il avait 1 an. Là. Lucille a été terrassée, à 19 ans, par la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Une affection encore mal connue, toujours mortelle, et qui fait peur. Moi. C'est toi qui as récupéré le doudou de ta maman? Oui, le seul. Tous les autres, ils les ont brûlés. Tout est brûlé, donc... Les objets qui lui appartenaient ont été brûlés? Ah oui, oui, oui. Tout ce qu'elle a pu toucher. Alors qu'en fait, il n'y a aucun risque de contagion? Ben non. C'est une maladie neurologique, c'est pas une... Mais bon, il brûle tout. Les objets dans lesquels elle a mangé, dans lesquels elle s'est assise, ou tous les affaires, les pyjamas, tout est brûlé. Tu vas pas lui faire un petit bisou comme d'habitude? Aujourd'hui, Gaëtan vit avec sa grand-mère. Voilà. Et Marie-Hélène lui parle souvent de sa maman. Non, c'est l'infirmière qui s'occupait de ta maman. On dirait Marine. Oui, voilà. Elle ne lui a jamais rien caché de la maladie qu'il a emportée. Oui, il y en a beaucoup, tu sais. Elle a commencé à avoir des troubles du langage. Elle n'arrivait plus à dire le R, le S, elle titubait de plus en plus aussi. Elle n'arrivait plus à faire 100 mètres sans tomber ou quoi que ce soit. Son corps lui échappait, quoi. Complètement. Elle marchait plus, elle parlait plus, elle bougeait plus ses bras, elle tenait plus de fourchette, elle mangeait plus du tout, elle faisait plus rien. C'était un légume. Elle essayait de t'endormir. Aujourd'hui, les médecins ne peuvent pas dire si, dans le ventre de sa mère, Gaëtan n'a pas attrapé la maladie. Et moi? Quand il se plaint qu'il a mal au genou, qu'il a tout le temps mal à la tête, comme s'il avait comme symptôme, on s'inquiète. Je me dis, est-ce qu'il va l'avoir? Vous pensez que Lucille peut avoir donné la maladie à votre petit-fils? J'espère que non. Mais je resterai toujours dans le doute. C'est vrai, ta maman et toi.
Le petit garçon est la victime collatérale de l'une des plus graves crises sanitaires de ces dernières années. Tout commence en 1990 avec ces images qui font le tour du monde. Les premiers bovins britanniques atteints de la maladie de la vache folle, l'encéphalite spongiforme bovine, une terrible dégénérescence du cerveau. En urgence, plusieurs dizaines de milliers de bêtes sont abattues. Trop tard. Le mal s'est transmis à l'homme. Bilan, 230 morts et des victimes qui déclarent la maladie aujourd'hui encore. À l'origine du drame, les farines animales, des aliments à base de cadavres d'animaux qu'on a donnés à des herbivores. Entre les hésitations des politiques, les incertitudes des scientifiques et l'emballement médiatique, la crise marque les esprits et laisse des traces profondes. Aujourd'hui, alors que Bruxelles autorise le retour des farines animales, que sait-on de plus sur la maladie? Où en est la surveillance? A-t-on vraiment tiré toutes les leçons de l'histoire? En France, plus de 1000 élevages ont été touchés par l'épidémie. En Vendée, la ferme du Défend n'a pas été épargnée. Viens. Allez. Depuis, Paul Vieille a tout changé dans sa façon de travailler. Ça ne met pas longtemps à rentrer. A commencer par la nourriture pour ses vaches. Aujourd'hui, il leur donne les fourrages de sa ferme et du grain. Ici, on a du maïs, un reste de maïs, et puis un mélange de céréales de la ferme avec des petits pois, et puis de la vesse, c'est une autre légumineuse. Et donc ça fait un mélange équilibré. Un mélange 100% bio et qui n'a plus rien à voir avec les farines animales données pendant longtemps au bétail. Les fabricants d'aliments ont finalement prenaient des risques énormes et nous les ont fait supporter, consommateurs comme aux producteurs. C'était pas... oui, il n'y a pas eu de contrôle, quoi. En juin 2000, l'une des vaches de Paul meurt de l'encéphalite spongiforme bovine. Aussitôt, la sanction tombe, radicale, ce sera l'abattage de tout le troupeau, comme le veut la règle à l'époque. Une règle que supportent mal les éleveurs. L'histoire de Paul fait l'objet d'un documentaire sur France 2. 3 juillet 2000, au petit matin, 2 smirmorques viennent embarquer les bêtes pour être euthanasiées. Face à face tendu entre Paul et la vétérinaire. C'est un risque. Toutes les bêtes sont abattues. Peut-être que parmi les 50, il n'y en aura aucune qui aura le SB. C'est quoi le sentiment qui dominait à ce moment-là, quand le troupeau allait partir? C'est le fait d'être submergé par voilà, ce vide qu'il va y avoir. C'est la base d'un troupeau dans un élevage. Nous, ça occupe notre espace, on y est tout le temps, on y pense tout le temps. Et donc, voilà, c'est d'affronter ce vide et de se dire, bon, il va falloir repartir après. Repartir avec un affreux doute. Alors que ces bêtes sont emmenées à l'abattoir sous protection des gendarmes, Paul se demande s'il n'a pas empoisonné ses clients. On fait de la vente directe pas longtemps avant, donc on s'imagine, attends, je sais où est mon morceau de veau que j'ai vendu, est-ce qu'il est de nature... Et ça, c'est un peu, c'est inacceptable, quoi. Parce qu'on pensait bien faire. On pensait bien faire. En compensation, l'éleveur recevra 100 000 € d'indemnisation. De quoi repartir avec un nouveau troupeau. 12 ans plus tard, il ne comprend toujours pas pourquoi les autorités ont fait ce choix de l'abattage systématique. L'abattage total nous est très vite apparu comme un écran de fumée en direction du consommateur. On a trouvé qu'il n'y avait pas de raison qu'on paye, nous les éleveurs, de cette façon, quoi. Entre 1994 et 2002, plus de 100 000 vaches ont ainsi été abattues en France. Cette mesure était-elle excessive? Le pouvoir politique est-il allé trop loin? Merci de me recevoir. Au plus fort de la crise, le ministre de l'Agriculture s'appelait Philippe Vasseur. C'est lui qui a pris la décision d'abattre les troupeaux le jour où les Britanniques ont annoncé que la maladie était passée à l'homme.
Et là, aussitôt, là, c'était un choc, hein, brutal. Aussitôt, je me suis dit, mais c'est contraire à tout ce qui était dit jusqu'à présent. Et il y a un choc qui est un choc énorme. Interdiction des farines animales, embargo sur la viande britannique, abattage systématique. Il faut rassurer l'opinion. Le ministre fait le tour du pays, suivi de près par les caméras et très attendu par les éleveurs. Message au niveau des médias de rassurer notre clientèle. Je fais vraiment tout ce qu'on peut. Philippe Vasseur fait ce qu'il peut, quitte à se soumettre à un régime alimentaire plutôt monotone. Il manque un peu de sel, mais se priver de ça, sincèrement, c'est un malheur. On m'a reproché d'en avoir fait trop, mais compte tenu des incertitudes qui étaient les nôtres, compte tenu là aussi des controverses scientifiques, je pense qu'il fallait porter les choses au maximum. 15 ans plus tard, la filière bovine reste sous haute surveillance, avec des tests vaches folles systématiques, comme ici en Vendée. Tous les jours, Adrien fait la tournée des abattoirs, pour le compte du laboratoire départemental. Dans ce fût, un échantillon de la cervelle des 90 vaches abattues ce jour-là à La Roche-sur-Yon. L'éleveur, la bête, le lieu d'abattage, tout est consigné avec précision. Il y a les codes barres, ouais. Chaque code barre, c'est un animal? Oui. En cas d'alerte sanitaire, il ne faudrait pas longtemps pour retrouver l'élevage en cause. Sur chaque bête, l'abattoir a prélevé le tronc cérébral. C'est là, à la base du cerveau, que la maladie de la vache folle peut se développer. Après une série de manipulations, le résultat tombe. Depuis plusieurs années, à La Roche-sur-Yon, tous les tests s'avèrent négatifs. Au niveau du laboratoire, par exemple, personnellement, je suis ici en Vendée depuis 2008 et on n'a eu aucun cas de positif en ESB. Vous n'avez pas l'impression de faire tout ça pour pas grand-chose? C'est le maintien quand même d'une surveillance qui est importante malgré tout pour ne pas passer éventuellement à côté d'animaux qui seraient atteints. On peut avoir ce risque. Mais la facture est lourde. L'an dernier en France, 1,5 million de tests ont été réalisés pour près de 25 millions d'euros, moitié à charge des abattoirs, moitié subventionnée par l'Union européenne. La maladie s'éloigne, mais les farines animales font à nouveau parler d'elles. Direction Bruxelles, où la Commission européenne vient d'autoriser leur retour pour les poissons, puis la volaille et les cochons. La décision fait polémique. Michèle Rivasi est députée écologiste. Elle a voté contre et ne décolère pas. Aujourd'hui, elle va demander des comptes à ceux qui ont donné leur feu vert au retour progressif des farines animales. Le commissaire Tony Borg et son adjointe, Paola Testori. Madame Testori ? Michèle Rivasi voudrait au moins pouvoir visiter un centre de production. Dis-moi, oui, sur les farines animales, je sais que j'ai demandé à visiter. Ils disent, c'est tous les Français, Saria, qui est une filiale allemande, refusent qu'un député européen puisse visiter une usine où on fabrique des farines animales. Donc comment après on peut dire il n'y a aucun souci sur les farines animales alors qu'on ne peut même pas visiter ces industries? Michel, tu sais très bien, ouais. Ça c'est une situation nationale. Donc moi j'ai besoin de toi pour que tu obliges les industries à ouvrir leurs portes et qu'on puisse voir. Je ne crois pas que j'ai la base juridique pour obliger, mais je vais regarder. Je vais regarder. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas ouvrir leurs portes? Non, Michel a raison, il faut aller vérifier et si nous, parlementaires, on n'a pas le droit d'y aller, eh ben c'est à la commission d'aller faire les vérifications. Donc c'est quand même très grave. Vous avez l'impression qu'on baisse la garde 12 ans après la vache folle, on a un peu oublié? Complètement. Les producteurs de farine ne veulent pas recevoir les députés, ni la presse. Toutes nos demandes ont également été refusées. Mais qu'en pensent les premiers concernés, les agriculteurs victimes de la vache folle? Retour en Vendée, chez Paul Vieille. Aujourd'hui, bien loin des farines animales, il a tout changé à sa façon de travailler. Voilà, ce sont des levures qui flottent au-dessus du lait. Avec le lait de ses vaches, il fabrique lui-même des fromages bio.
Souvent le soir, il retrouve les vieux copains, ceux qui l'ont soutenu au moment de la vache folle. Entre éleveurs, on parle métier. Aujourd'hui, justement, le sujet de conversation, c'est le possible retour des farines animales. Jus de pomme et cidre. Et étonnamment, ces farines, ils sont plutôt pour. Pas pour en donner aux vaches, mais pour les animaux omnivores. Il n'y a presque pas plus carnivore qu'une poule. Une poule, vous la mettez dehors, si vous pouvez la nourrir qu'avec des vers de terre, elle va être la meilleure des poules qui soit bouffée. On a suffisamment de caution scientifique, de connaissances scientifiques qui vont en faveur effectivement de la farine animale, quoi. Et puis ces farines ont changé. Elles ne sont plus fabriquées à partir de cadavres, mais de restes d'animaux de boucherie. Une matière première, aujourd'hui gâchée. Ça m'avait marqué. Hein. Sur un animal sain, qui a passé les contrôles des vétérinaires, vous avez au final, vous en mangez 40%. Il y en a 60% que vous allez détruire, vous allez brûler. Moi je trouve que c'est un luxe pour un pays de détruire ces 60%-là. Le problème sur un discours comme ça, c'est que les gens n'ont plus confiance. Quand c'est un peu technique, on coupe au court et puis voilà, pour rassurer les gens, on supprime tout ça. Je suis complètement d'accord que c'est un luxe de pays riches. Allez, on y revient ? Oui. Mais la vache folle a marqué les esprits. Selon les sondages, une large majorité de Français est contre le retour des farines animales. Voilà pour ce reportage de Jean-Carl Lambert et de Violaine Vermeaux-Gault. Et nous sommes ici, non plus dans la ferme de Grignon, mais dans le bureau de Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et ministre bien sûr délégué chargé de la consommation. Je précise quand même que François Hollande a dit tout de suite au salon d'agriculture qu'il n'était pas question a priori de réintroduire ces farines animales, qui sont maintenant des protéines animales transformées, dans l'élevage. Mais on voit ces agriculteurs qui se disent tout compte fait, si c'est pour des poissons, pour des poulets, pour des cochons, pourquoi pas ? Ce que nous avons voulu dire, c'est que pour ce qui concerne la filière française, en tout cas c'est l'initiative des professionnels eux-mêmes, la filière aquacole considère aujourd'hui que cette manière de nourrir les poissons n'est pas la bonne. N'est pas appropriée. Enfin, voilà. On l'interdit en France, mais ça va être permis en Europe ailleurs. Exactement. Et donc des producteurs vont pouvoir le faire et nous envoyer leurs produits nourris de cette façon-là. Oui, vous pouvez on parle de traçabilité. On peut imaginer dans des produits transformés, y compris des poissons panés, par exemple. Parce qu'on parle de traçabilité. Qu'est-ce qui fait que cette traçabilité du bœuf ou de la viande dans les barquettes et les plats préparés n'a pas été réalisée plus tôt, comme on l'avait fait pour les morceaux à la découpe ? Parce que les pays européens ne le voulaient pas. Et pourquoi ça ? Ils ne voulaient pas parce qu'il y a des pays qui sont défavorables au principe qui s'applique pour la viande fraîche, qui fait que vous connaissez l'origine de la viande, le lieu où elle est née, le lieu où elle a été élevée, le lieu où elle a été abattue. Et le principe est, jusqu'ici, était que dès que la viande est transformée, cette obligation n'existe plus. Nous avons, nous, porté avec Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, une exigence auprès de nos partenaires européens, soutenue d'ailleurs par l'Allemagne, par la présidence irlandaise, c'est que désormais figure sur vos plats préparés cette information. Ça, on l'entend mieux, ça va passer maintenant. Honnêtement, s'il faut attendre que la réglementation européenne bouge pour bouger nous-mêmes, va falloir attendre un petit peu. C'est la raison pour laquelle les professionnels ont souhaité sortir par le haut, l'industrie agroalimentaire, les producteurs de bétail, les distributeurs, en privilégiant quoi ? La viande bovine française, c'est-à-dire l'étiquetage viande bovine française, désormais sur les plats cuisinés. La plupart des grandes enseignes qui commercialisent d'ailleurs des plats préparés sous leur propre marque, en marque distributeur, ou alors des marques que l'on connaît, se sont engagés à faire de la viande bovine française. Et à le préciser sur leur emballage. Vous le saurez désormais. En tout cas, vous saurez que c'est assurément du bœuf, et en plus du bœuf français. Assurément du bœuf. Je vais rappeler 2-3 chiffres quand même sur cette industrie agroalimentaire qui est quand même pour le moins conséquente en France, puisqu'il faut savoir que c'est la première industrie française. Ça représente 157 milliards de chiffre d'affaires, 500 000 emplois, 10 282 entreprises. Et en termes de contrôle, eh bien, vos contrôleurs de la DGCCRF, ils sont 3 000. C'est 600 de moins en 5 ans d'ailleurs. Ils ont réalisé en 2012 739 000 contrôles et relevé 15 700 infractions. Avec la crise, les contrôles vont s'intensifier. Est-ce que vous avez
Vous êtes à peu près sûr de ce qu'il y a maintenant dans les plats préparés? Est-ce que vous avez fait d'autres découvertes? Est-ce que ceux-là, par exemple, ces lasagnes au cheval, on est sûr de la qualité de ce qu'on a? Sur le plan sanitaire, tous les tests que nous avons faits, nous, qu'ont fait les Britanniques, qui ont été faits en Europe, mais d'abord, je vais faire confiance aux propres tests qui ont été faits par les Français sur les pains de viande. Nous n'avons pas trouvé, en tout cas, il n'y avait pas de risque sanitaire. Ce qui, en France, et nous a alertés, c'est la tromperie économique. C'est qu'en gros, on triche sur la composition du plat qui vous est On vous dit que vous mangez du bœuf alors que vous mangez du cheval. Et on vous le vend, par exemple. Et on vous le vend au prix du bœuf. Oui. Ma responsabilité, c'était pas de nous arrêter aux filières déjà identifiées, c'était de mesurer l'étendue du préjudice. C'est la raison pour laquelle nous avons pris 2 décisions. La première, c'est de réaliser des tests ADN sur des échantillons dans les grandes surfaces, sur les plats cuisinés qui n'ont rien à voir avec la filière qui a été identifiée. Et nous aurons, dans les jours qui viennent, les résultats de ces tests et nous pourrons mesurer s'il y a du cheval à la place du bœuf. Et moi, je m'attends à ce qu'on trouve dans plusieurs plats et dans d'autres circuits du cheval à la place du bœuf. Vous pensez que ce qu'a fait Jan Fassen éventuellement peut être fait par d'autres intermédiaires? Pour être très clair, je pense que nos tests vont confirmer les autocontrôles réalisés par un certain nombre de professionnels. Il n'y a pas de raison que les tests réalisés par mes services de la DGCCRF ne le révèlent pas. Un mot quand même sur Jan Fassen et sur Spanghero. Parce qu'on se demande, vous avez été très rapide pour dénoncer, pour sanctionner, et certains disent peut-être un peu trop rapide pour trouver un bouc émissaire qui serait Spanghero. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il a été instigateur de la fraude? Est-ce qu'il y a participé? Est-ce qu'il était complice de Jan Fassen? Ou est-ce qu'il a été victime du néerlandais? Aujourd'hui, le problème, c'est pas de trouver des boucs émissaires. Le problème, c'est de protéger les consommateurs. Pendant 6 mois, il y a des millions de consommateurs en France et en Europe qui ont acheté du bœuf en pensant sincèrement que c'était du bœuf, ont mangé du cheval, alors que des intermédiaires ont réalisé des bénéfices par appât du gain tout au long de la chaîne. Et moi, ma responsabilité, c'est quoi? C'est d'abord d'assainir la filière, que cela ne se passe plus. Et pour assainir la filière, il fallait identifier des responsables. Je continue ce travail avec le ministre de l'Agriculture et nous identifions de nouveaux circuits. J'aurai l'occasion d'ailleurs de faire le point sur l'enquête la semaine prochaine avec tout ce que nous aurons trouvé de plus. Mais assainir la filière, c'est indispensable. Pourquoi? Vous l'avez dit vous-même, 500 000 emplois dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, les consommateurs perdent confiance dans ce qu'ils mangent et dans tous ces plats cuisinés. Vous allez venir, comment on rétablit cette confiance-là? Ce qui me frappe, moi, dans cette affaire, c'est que vous l'avez évoqué avec Jan Fassen, c'est qu'il y a plusieurs récidivistes. Des acteurs de cette affaire, en France comme en Europe. Il était connu par vos services, a priori. Oui, mais pas que lui, d'ailleurs. Et connu aux Pays-Bas, il avait été sanctionné, il a été voilà, mais ce par sont la justice donc des néerlandaise. acteurs qui se livrent au marché de la viande et qui sont ou dans des procédures aujourd'hui, pour trafic de viande, pour vente de viande avariée, substitution d'étiquettes, etc., et qui sont toujours des acteurs connus, actifs de ces marchés-là. Une personne qui se livre à la tromperie économique encourt, une personne physique, 2 ans d'emprisonnement et 37 000 € et quelques d'amende. Si vous volez une barquette dans une grande surface, vous encourez 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Le préjudice n'est pas le même, on va dire. Moi, je considère, et ce sera le projet de loi consommation que je dépose qui va s'y pencher, qu'il faut rendre les peines en matière de tromperie économique plus dissuasives. Comment? D'abord en faisant en sorte que la pénalité soit un pourcentage, 10% par exemple, du chiffre d'affaires, faisant en sorte que le montant de la pénalité pour les personnes physiques soit aussi beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, mais surtout qu'il y ait une peine complémentaire, l'interdiction d'une pratique d'activité commerciale pour la personne qui a été condamnée pour trafic de viande, tromperie économique, bref. Que ces gens-là ne puissent pas continuer à sévir sur un marché qu'ils ont trahi de cette façon. Nous ne parviendrons pas, sauf à court terme, mais moi ce qui m'intéresse c'est le moyen et le long terme, à assainir la filière. Merci Benoît Hamon de nous avoir reçus ici. Et puis j'espère que ces explications que vous nous avez données nous permettront d'y voir un peu plus clair sur ce marché qui demande à être assaini, si j'ai bien compris. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Je voudrais remercier la ferme de Grignot qui nous a si gentiment accueillis. Remercier ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Michel Fine, Joël Bruandé et Thomas Auro à la rédaction en chef, Lorraine Servant à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que la semaine prochaine, on parlera de transport aérien et de cette guerre qui est relancée entre différents transporteurs, avec notamment bien sûr et toujours le low cost. Voilà, mais la soirée n'est pas finie sur France 2. Je vous laisse avec Aïda Touiri et Grand Public. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.